Donc c'était... En fait, nous sommes ici, et les projecteurs qui regardent par ici et le son qui va par là prouvent que nous sommes dans une machine à fabriquer de la décoïncidence. Cette salle est l'antonyme exact de ce que nous sommes venus y faire. Et c'est au fond une bonne chose, parce que ça décoïncide finalement. Alors, le sujet qui était proposé pour cette table ronde, c'était un sujet de dissertation, des coïncidences et société. Et c'est très embarrassant parce que si au bout de 2 jours, nous avons une idée peut-être plus précise de ce qu'est la décoïncidence, j'ai beaucoup de mal à en avoir une de ce qu'est la société. Et même à nommer et formaliser ce que ça pourrait être, si vous voulez. Et vous vous souvenez de la petite ellipse ce matin dont nous parlait notre ami économiste, avec 2 foyers. Et il disait que lorsqu'il y a un foyer, il aide à savoir ce qui est sur l'autre foyer. Et c'est au fond tout l'intérêt de la notion de décoïncidence que de nous aider à mieux penser ce que nous ne savons pas penser, c'est-à-dire ce qui est en train de devenir la société, ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Nous venons d'avoir à l'instant un témoignage tout à fait fort de transformations rapides en train de se faire, où les sexes deviennent des genres, où les genres deviennent des transitions, des fluidités, etc. Nous partons vers un monde qui ne ressemble plus beaucoup à celui que la majorité d'entre nous ont connu en naissant ou auparavant s'ils faisaient de l'histoire. Alors, le concept de décoïncidence se trouve très utile finalement pour servir un peu d'antonyme ou pour servir de contrepoint ou de point d'appui pour penser ce que nous ne savons plus penser, c'est-à-dire celui de société. Et ce colloque, finalement, au fond, on pourrait dire que pour parler d'une idée qui reste coincée, décoïncidence est un très bon décoince-idée. Un peu comme on dit un tire-bouchon, ou un fixe-chaussette, ou un arrache-cœur, c'est-à-dire c'est un outil à décoincer les idées bloquées. Alors, quelles sont les idées bloquées? Je vais d'abord la formuler sous une expression un peu ramassée et excessive, et après on reviendra en arrière. Ce qui me fait très peur pour l'instant, et dont on a vu à l'instant une évocation inquiète par notre précédent intervenant, c'est ce qui advient de ce que Pierre Chenu appelait le cerveau collectif. Pierre Chenu est un grand historien du temps moderne qui a expliqué qu'au fond, si l'Occident a décollé à la fin du Moyen-Âge et ensuite, c'est parce qu'à cause des universités, de l'imprimerie, des relations, de divers phénomènes, il y avait une sorte de cerveau collectif qui se constituait, qui donnait de l'avance à l'Occident, et c'est un cerveau collectif qui était productif. Aujourd'hui, il me semble que le cerveau collectif est en train de passer en phase liquide. Et tout l'univers woke, que je ne détaillerai pas, en est une magnifique exemplification. Ce qui est arrivé à la malheureuse professeure de l'université du Sussex en est un très bel exemple. L'absurdité, parce qu'elle a dit une chose, elle est frappée d'infamie en quelque sorte. C'est pire que dans les sociétés les plus archaïques. Alors, ce phénomène, en réalité, que je n'arrive pas à décrire, que je vois plutôt dans l'avenir et donc qui est confus, qui est derrière le brouillard de l'imprécision, ce phénomène, en réalité, nous vient de loin. Marcel Gauchet l'a parfaitement décrit dans les 4 tomes de son Histoire de la démocratie en montrant que nous étions passés en 2000 ans de l'univers de l'hétéronomie, avec Arquet, soit en amont, soit au-dessus, le commandement ou le début, qui fait des sociétés verticales, en quelque sorte, vers un monde de l'autonomie, qui est une société horizontale, pour être un peu schématique. Une courbe qui descend comme ça, et qui a mis 2000 ans à peu près à se déployer, à travers d'abord le christianisme, ensuite les Lumières, ensuite les révolutions, et qui est enfin établie parmi nous, après à peu près 2 siècles de turbulences très très violentes. Bien. Et au fond, si vous repensez à nouveau au cône qui était présenté ce matin, ces diverses positions du plan de coupe. Rappelez-vous le cône, il était comme ça, vertical. Quand le plan de coupe est horizontal, on a un cercle. Voilà une société hétéronormée. C'est une société qui obéissent à une autorité qui est au-dessus d'elle et qui les embrasse tout entière. Si le plan se met à s'incliner, on attrape une ellipse. Vous avez vu ça aussi. L'ellipse, c'est un système à 2 foyers qui valent métaphoriquement pour une infinité de foyers d'une certaine façon. C'était un ensemble de communications, les sociétés dites démocratiques. Et puis quand cette ellipse continue à s'incliner davantage, quand le plan s'incline, il passe par le plan parallèle à une des génératrices, et c'est la parabole. La parabole, c'est une ellipse qui s'ouvre à l'infini. Et après la parabole, c'est l'hyperbole. Eh bien, tout se passe comme si nous étions aujourd'hui posés sur la parabole. C'est-à-dire que si nous remontons un tout petit peu vers le côté ellipse, nous reconstituons une société qui se parle et qui fonctionne. Si nous passons de l'autre côté, nous arrivons dans l'univers qui se défait, qui est liquide, voire gazeux, voire vaseux, qui est celui, effectivement, de l'anomie et, par conséquent, de la violence. C'est-à-dire la pulvérulence, c'est en même temps la pure virulence. Ça va ensemble. La grande intuition de Tocqueville au XIXe siècle de dire « nous allons vers l'égalité extrême », poussé à un certain point de perfection, conduit au paradigme de Girard, qui est celui du délire mimétique. On n'est jamais en délire mimétique contre l'autre, mais contre le même, toujours. Nous en sommes à peu près là, la violence qui est évoquée en raison des similitudes.
Alors, ce phénomène-là, si vous voulez, on va le blasonner par deux expressions très voisines. Si nous remontons en deçà de la parabole vers l'ellipse, nous sommes dans le domaine du présent, de la présence. Et l'absence n'est qu'une des formes de la présence. Quand on note une absence, c'est une manière de dire « celui qui n'est pas là est présent » par son absence. Quand nous passons de l'autre côté, nous sommes dans le domaine du présentiel, qui n'est qu'une des versions du distanciel. Et là, les relations de proximité, de contact sont entièrement noyées, si vous voulez. Et pour, en tirer une sorte de mot d'esprit, je dirais que bientôt dans les vaudevilles, on entendra au moment où la porte s'ouvre, la femme crier « Yel, mon mari !» au lieu de dire « ciel, mon mari ». Cette espèce de nouveau pronom qu'on a inventé pour mélanger les deux sexes. Bien. Alors, ne nous hâtons pas de déconner, comme disait judicieusement Jacques Beloff, nous n'en sommes évidemment pas encore tout à fait là, mais nous y allons à bride abattue. Nous n'en sommes pas là au sens où les choses ne sont évidemment pas en phase liquide. Les sièges sont bien solides, la salle est bien solide et tout le reste à l'avenant, mais le régime des choses est en train de passer en mode liquide. Vous voyez bien que les choses qui étaient grosso modo, et les personnes aussi, dans l'ordre du hic et nunc, sont maintenant dans l'ordre de l'ubique et semper. Tout est accessible tout le temps, tout de suite. On en a tous l'expérience amazonienne, si j'ose dire, absolument prodigieuse, et c'est un phénomène qui va croissant. Non seulement elles sont présentes sous des formes réelles, à un délai très court, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, en quantité illimitée, mais elles sont présentes virtuellement, là tout de suite. J'ai qu'à taper ici, elles seront là, les choses. Et donc, nous sommes déjà dans ce régime liquide qui présente évidemment beaucoup d'inconvénients. J'en dirai un mot tout à l'heure. Mais face à ça, ce n'est pas le moment d'avoir des nostalgies, c'est trop tard. C'est comme ça, c'est parti, ça va se faire. Donc, il faut vivre avec. Et par conséquent, il faut recourir aux derniers outils qui nous restent pour échapper à la noyade. Et c'est là où le concept de décoïncidence, et plus généralement, pardon, je suis un peu enrhumé, le travail de François Julien qui nous fournit un excellent viatique pour résister, pour tenir bon, pour ne pas être noyé. Mais un atoll ne fait pas le Pacifique, et je ne suis pas sûr que ce dont nous disposons à ce jour, grâce à François et quelques autres, soit suffisant pour nous garantir et nous protéger contre ce qui va nous tomber dessus, c'est-à-dire la crue, l'espèce d'invasion liquide à laquelle nous sommes promis et dont nous sommes déjà des parties solubles. Alors, j'y vois un grand danger, si vous voulez. Le grand danger, c'est, je vais le formuler d'un mot qui fera image, le grand remplacement est en cours. Le grand remplacement du réel par le virtuel. Et comme ce virtuel ne me plaît pas, je vais l'appeler le viciel. C'est-à-dire, virtuel, ça fait virtus, ça ne va pas. Nous sommes en train de vivre une époque où le réel, le concret, le présent, l'effectif est remplacé par de l'image, par du son, par des impressions, par des émotions, et par ce qui a été décrit tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de folie intellectuelle qui fait passer à la limite le raisonnement vers le combat, vers la lutte, vers l'effervescence. Et malheureusement, ça se produit même ici. Même ici, dans cette salle, nous sommes le dernier îlot de résistance, si j'ose dire, au sens où on a utilisé au fond deux mots qui suffisent pas. Société, un grand philosophe au XXe siècle a eu cette formule merveilleuse « There is nothing such as society ». C'est Madame Thatcher qui l'a dit, et elle avait raison. C'est-à-dire que le concept de société, c'est une forme abâtardie, amolie du grand tout général. La société, qui donne une unicité, suggère que c'est un peu ça. Mais les familles, les églises, les communautés, les tribus, les bandes, les nations, tout ce qu'on voudra, toutes les instances qui sont entre la personne et l'universel, sont elles aussi devenues labiles, en quelque sorte. Et même la personne, les psychanalystes vous le diront, et même l'universel, l'UNESCO peut le prouver, puisqu'il n'y a plus d'universel universel, sont eux aussi comme des rives d'un fleuve qui serait ramolli par la crue, en train de se dissiper. Donc le concept de société, j'en dirai un mot pour conclure dans moins de 2 minutes, mais je voudrais revenir au concept de décoïncidence. C'est un concept qui, au fond, me paraît ne pas tenir sa promesse, en ce sens que le mot décoïncidence, avec sa racine en sia latin, trahit l'intention qu'il y a dedans, qui est de décoïncider. Décoïncider, c'est un verbe, c'est une action, c'est une pratique, c'est une action, une interaction, une effraction, tout ça, c'est quelque chose. Dans le mot décoïncider, j'entends le verbe décider et le mot coin. Décider, c'est trancher, c'est faire changer. Coin, c'est effectivement entamer, échancrer, tailler, et c'est aussi la figure du coin qui ne peut se faire que sur un solide. Comme vous le savez, il n'y a pas de coin au milieu du lit de l'Amazone. Donc, va bien pour le verbe décoïncider. Le mot décoïncidence me paraît une approximation extrêmement utile, la preuve c'est qu'elle nous a réunis, mais qui trahit un tout petit peu la vérité de ce qu'elle nous apprend et de ce qu'elle nous énonce. Donc, abandonnant ces deux termes à des philosophes plus compétents que moi,
Je voudrais n'en dire un mot qu'en citant 2 textes littéraires, ou plutôt 3 si le temps m'en est permis, parce que le 3e c'est Proust. Vous voudrez bien? Ça veut dire quoi? Ça va être très vite. Premier, c'est très court. C'est un texte des psaumes. Pardon, c'est pas grave. In te domine speravi, non confundar in aeternum. On peut traduire comme ça. Écoute Seigneur, moi, j'ai investi de l'espérance en toi. Alors toi, ne va pas me laisser me faire engloutir dans l'engloutissement à perpétuité. Autrement dit, la décoïncidence, c'est quoi? C'est d'affirmer qu'on a fait quelque chose, speravi. On ne le fait pas maintenant, on l'a déjà fait, on s'est distingué. Et que pour cela, on a un titre à ne pas être confondu, à ne pas être mélangé, à ne pas être englouti. Donc je m'en tiendrai à cette belle formule pour conclure. Et pour décrire la société, puisque nous sommes à la fin de notre réunion, j'utiliserai un très court fragment d'un texte qui m'a émerveillé, qui est A Selva, un roman qui est paru en portugais, qui a été traduit par Blaise Cendrars et qui raconte la forêt vierge amazonienne et la crue qui s'y passe. Je n'en lis que quelques lignes pour vous sentiez ce que c'est que la société qui nous vient, beaucoup mieux que parce que je pourrais en dire. Rappelez-vous ce que disait Pierre Bayard, que souvent la littérature nous parle de l'avenir, très très bien, et parle mieux en tout cas de l'histoire que l'histoire. Par exemple, pour comprendre la défaite de 40, il faut lire Route des Flandres de Claude Simon ou Le balcon en forêt de Julien Gracq. C'est pas la peine de lire l'historien, on comprend moins bien. Un paragraphe seulement, je m'arrête? Oui. Voilà. L'eau débordait, coulait, avançait, se faufilait, serpentait dans la grande forêt équatoriale, gonflant les anses les plus secrètes, enflant les eaux de toutes les rivières, poussant sans relâche, toujours de l'avant, dégoulinant dans les paliers inférieurs, perdant de sa violence dans les biefs blancs pour gagner en étendue, minant les rives, suintant du sol, perforant, giclant, s'insinuant de partout. L'eau du fleuve avait étouffé ses murmures et ses glouglous pour charrier les débris de tout un monde en perdition qu'elle avait submergé en cours de route. Elle semblait sourdre d'un continent entièrement formé d'épaves. Les lits des rivières gagnaient en largeur, se dédoublaient. Les embouchures des affluents absorbaient d'immenses bourbiers, engloutissant les îles et les plages, dont les palmiers immergés avaient des attitudes désespérées de naufragés partant à la dérive. Il y en a comme ça 2 pages. C'est absolument prodigieux. C'est la crue des eaux dans l'immensité liquide, en quelque sorte, de la forêt dans laquelle on ne peut pas pénétrer. Et cette description nous parle de la société beaucoup mieux que n'importe qui dans cette salle ne pourrait le faire. Alors, en contrepoint, j'ai encore le droit? Non, stop, terminé, je m'arrête, d'accord. C'est le dernier contrepoint en 30 secondes. Dernier contrepoint, un joli texte de Proust. Mais parce que c'est vous. C'est parce que c'est moi, c'est infiniment gré. Si j'avais des fleurs, je les offrirais. Mais je les veux bien. D'accord. Alors, c'est dans le salon des Verdurins, on vient de jouer la petite sonate de Vinteuil, et voici ce qu'écrit Proust. Pour nous montrer, j'explique d'avance pour qu'on soit au clair, pour montrer qu'il y a une seule chose qui nous permet de retrouver la vérité des coïncidences, c'est l'art. Mais alors, n'est-ce pas que ces éléments, tout ce résidu réel que nous sommes obligés de garder pour nous-mêmes, que la causerie ne peut transmettre de l'ami à l'ami, du maître au disciple, de l'amant à la maîtresse, c'est ineffable, qui différencie qualitativement ce que chacun a senti et qu'il est obligé de laisser au seuil des phrases où il ne peut communiquer avec autrui qu'en se limitant à des points extérieurs communs à tous et sans intérêt, l'art d'un Vinteuil, comme celui d'un Elstir, le fait apparaître en extériorisant dans les couleurs du spectre la composition intime de ces mondes que nous appelons les individus et que sans l'art, nous ne connaîtrions jamais. Voilà, je pense qu'avec ces 2 textes, au fond, on répond beaucoup mieux au titre du sujet qui nous a été proposé que par tout ce que j'aurais pu en dire moi. Merci.